Bonjour, c'est Sandrine Elia du podcast Femmes en Affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Dans les dernières semaines, à cause de la pandémie, Lia et moi on se demandait pourquoi certains espaces favorisaient davantage notre productivité ou notre créativité, puis comment les entreprises faisaient en sorte de créer des lieux qui pouvaient améliorer le sentiment d'appartenance ou la notoriété de leur marque. Mais aujourd'hui, on répond à toutes nos questions puisqu'on reçoit Claire Toussignan, qui est associée et directrice du siège social chez Massive Art. Massive Art, c'est une agence de production et d'expertise en art qui conçoit des destinations créatives pour rassembler les gens. Claire va nous en parler plus en détail durant l'entrevue et nous expliquer un peu mieux leur type de clients et leur offre de services. On vous laisse donc sur cette belle entrevue dans laquelle on va parler d'art comme d'un outil de performance, de la commercialisation des services artistiques et de son parcours à elle en tant que femme d'affaires. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Oui, ça fait super plaisir. Merci pour l'invitation. Pour expliquer un peu aux auditeurs, on se connaît un petit peu, on s'est déjà rencontrés parce que je suis membre de la Jeune Chambre du commerce des femmes du Québec, pour dire tout le nom, JCCFQ. Et on s'était rencontrés à un cocktail interchambre avec Sandrine aussi. Ouais. D'où vient la Jeune Chambre du commerce des femmes? C'était quoi l'idée? Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir cofondée ensemble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Fait que, dans le fond, la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec, je l'ai fondée... en fait, on l'a cofondée à plusieurs. L'idée est vraiment venue en 2018, si je me rappelle bien. C'était décembre, j'organisais un gros projet pour le gouvernement du Québec à Shanghai. Puis, c'était dans le fond une mission avec plein d'entrepreneurs des industries créatives qui allaient se rejoindre à Shanghai pour pouvoir démontrer leurs produits, leurs services au marché chinois. Moi, j'étais un peu comme la chargée de projet de cette organisation-là. Puis, j'ai réalisé, dans le fond, en faisant la liste des participants des entreprises qui participaient, que 95% des entrepreneurs étaient des hommes, même dans le milieu créatif culturel. Puis ça m'a énormément surprise. Puis j'ai commencé à creuser un petit peu plus, ça m'a intéressé cette statistique-là. Puis j'ai réalisé que ça s'étendait à peu près tous les domaines d'activité ou les secteurs d'activité. C'est assez commun, dans le fond, que les femmes soient seulement environ à 5 à 10% dans les secteurs comme PDG ou comme... directrice d'entreprise. Donc, c'est un peu de là que l'idée a germé. Puis je me suis posé la question, mais pourquoi c'est comme ça? Puis, dans mon expérience, à moi, j'ai comme réalisé qu'il y avait un peu moins d'espace de développement, de réseautage, de croissance de carrière pour des gens qui me ressemblaient. Puis c'est pas nécessairement que c'est pas adressé aux femmes, c'est seulement que l'offre de service, elle est pas nécessairement adaptée à mon profil d'entrepreneur, par exemple. Puis je me suis dit, pourquoi pas le créer, cet espace-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que tu penses que c'est plus adapté, mettons, pour des gens qui sont purement, mettons, en business, dans des entreprises privées, tu sais, comme peut-être plus finance ou des trucs comme ça? C'est vraiment une bonne question. En fait, mon but, c'est que ça soit le contraire de ça. Oui, c'est ça. Le besoin, tu voyais qu'il y avait plus de réseaux pour ces personnes-là. Oui, exactement. Puis, dans le fond, les femmes se retrouvent souvent dans des professions qui sont pas représentées par ce type de réseau-là. Ils se retrouvent beaucoup dans, par exemple, des services sociaux, comme professeurs, infirmières, ou dans des postes qui ont pas nécessairement ces regroupements de réseautage-là. Il y en a, bien sûr, mais des regroupements de réseautage transsectoriels, il y en a plus ou moins. Fait que pour moi, je trouvais que c'était intéressant d'aller justement chercher dans mon réseau à gauche à droite pour ramasser plein de femmes de différents réseaux et des hommes, je tiens à le dire. C'est super important pour moi que ça soit autant ouvert aux hommes et aux femmes, même si la cible première, c'est les jeunes femmes qui souhaitent éventuellement soit devenir chef d'entreprise ou directeur de leur département ou peu importe, là, dans cette veine-là, qui souhaitent avoir des postes de direction. C'est comme ça que ça s'est lancé un peu. Puis est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des exemples d'activités que vous faites? Parce que nous, on le sait, mais peut-être pas les auditeurs, mais vous faites des trucs quand même funky puis hors de l'ordinaire. Oui, une de mes activités préférées, ça a été l'activité de clôture avant COVID. Fait qu'on fait tout le temps comme une grosse activité pour lancer l'année puis une grosse activité pour terminer l'année. Puis l'année passée, dans le fond, on avait fait une visite à un vignoble en Estrie. Fait qu'on avait pris un autobus de Berry
l'UQAM parce que la plupart des membres pour l'instant sont à Montréal, même si on en a quelques-unes qui sont en dehors de Montréal. Mais c'est ça, on avait ramassé, il y avait à peu près une 50aine de membres qui ont participé à l'activité. On était allé faire le tour du vignoble, on était allé faire de la dégustation de vin. C'était vraiment comme aussi promouvoir l'achat local. C'était un couple de vignobles, en fait. Il y avait la femme et le mari qui étaient là pour faire les présentations. Donc, c'était super intéressant. Puis, ça, c'était une de mes activités préférées. Sinon, on fait des activités plutôt sportives ou des activités culturelles. Il y a un book club. Il y a vraiment comme une diversité. Le but, c'est ça, c'est que ça soit flexible aussi parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, on n'a pas tous les mêmes envies. Fait que c'est de pouvoir essayer d'aller chercher un peu tout le monde. Il y a des activités qui sont plus gastronomiques, donc qui va se mettre en place sous peu avec des chefs renommés. Donc, il y a vraiment l'éventail des activités est très large. La clientèle, c'est les moins de 40 ans, c'est ça? À peu près? La cible, c'est de 18 à 40 ans. Puis après ça, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, on a le membership qui s'appelle les membres associés. Donc ça, c'est pour les femmes de n'importe quel âge ou les hommes ou n'importe qui aimerait s'investir dans cette cause-là puis qui trouve que c'est important d'encourager la relève féminine dans tous les secteurs. C'est ouvert à tout le monde. C'est une organisation qui se veut inclusive. Mais ça, c'est un des points que je trouvais vraiment hot avec l'offre de, pas de service, mais de membership de la Jeune Chambre. J'avais jamais vu d'autres organisations qui sont non-mix laisser des ouvertures à d'autres membres. Je trouve que ça a été vraiment une belle façon de permettre à n'importe qui de participer puis d'encourager cette cause. Je sais pas si c'est répandu, mais pour moi, c'était tellement important parce que, je veux dire, si le but, c'est de faire du réseautage puis d'avancer dans notre carrière, la plupart des gens en ce moment qui sont dans des positions qui sont intéressantes pour la relève féminine, c'est souvent des hommes. Fait que de les mettre en dehors de l'équation, pour moi, ça faisait aucun sens. Fait que c'est un peu ça ma réflexion. Puis aussi, cette catégorie-là, elle est sur donation volontaire. Donc, c'est vraiment pas une question d'argent, c'est une question, est-ce que tu crois dans cette cause-là, dans ces valeurs-là? Est-ce que tu as envie de t'y associer? Et on l'a fondé, cette organisation-là. Le but, c'était que ça soit jamais une embûche. Tu sais, peu importe c'est quoi ton revenu, il va y avoir une façon pour toi de pouvoir t'impliquer puis participer aux activités. Dans le fond, toi, ton activité là, principale, parce que là, ça, c'est comme une sorte de bénévolat que tu fais, t'es associé à Massive Heart. Donc, comment t'en es venu justement au monde de l'art puis de la culture, vu que ton background, on a vu que t'avais un bac en sociopolitique puis aussi une maîtrise en affaires publiques. Fait que comment t'en es venu vraiment dans ce domaine-là? C'est vraiment une question de circonstance, je te dirais. Tu sais, c'est sûr qu'à la base, moi, j'ai toujours été comme une amoureuse des arts de la culture de façon générale, mais je pensais jamais que ça deviendrait comme mon métier. C'est des amis à moi qui ont parti Massive Art il y a 11 ans maintenant. Philippe Demers, Sonmine Dufresne, deux amis à moi d'adolescence. Là, on a tous grandi à Saint-Jérôme, puis on s'est retrouvés à Montréal. Moi, j'avais vraiment comme un autre chemin en tête, je pensais devenir comme ambassadrice, puis c'était dans cette direction-là que je m'en allais. J'avais fait toutes mes études vers ça. Puis à un certain moment donné, j'ai commencé à travailler dans mon domaine, plus dans le secteur de la finance, puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait comme un écart entre ma personnalité, tu sais, profonde, ce que j'avais envie de faire dans mon hobby, dans mes fins de semaine, dans mes voyages, puis qu'est-ce que je faisais dans mon quotidien au travail. Même si c'était hyper fascinant, j'ai eu des opportunités incroyables, mais il y avait comme vraiment trop un disconnect entre les deux. Puis je me suis dit, je vais chercher quelque chose qui est peut-être un peu plus créatif, plus proche, plus proche de ma personnalité de base, je dirais. Puis à ce moment-là, dans le fond, Sonmine puis Philippe cherchaient quelqu'un qui avait ce côté-là un peu plus structuré de développement d'affaires, gestion de projet. Fait que je me suis jointe à l'équipe vraiment comme... Je me suis dit, je vais faire 6 mois. On va voir ce que ça donne. Ça fait 6 ans aujourd'hui. Puis c'est ça, aujourd'hui, on est rendu avec 3 bureaux. Un bureau au Mexique, un bureau à Montréal, un bureau à Toronto. On a des super beaux projets un peu partout dans le monde. Fait que ça a été vraiment comme un coup de chance, mais je suis vraiment très reconnaissante d'avoir eu cette chance-là. Dans le fond, là, vous avez vraiment Massive Art, un offre de services très diversifié. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comme, dans le fond, la mission de Massive Art, puis donner des exemples concrets de ce que vous faites puis les clients que vous avez? Massive Art, à la base, le but, c'est vraiment de rendre l'art accessible, démocratique, comme présent dans tous les espaces. Que ce soit pas seulement une expérience muséale, c'est très, très bénéfique, les expériences muséales, puis je suis la première à vraiment adorer ça. Mais de l'autre côté, on peut avoir de l'art
à plus grand déploiement, on peut en avoir partout. Fait que c'est ça que Massivart souhaite faire à la base, c'est donner des opportunités aux artistes, des opportunités économiques tangibles aux artistes. Puis de l'autre côté aussi, d'aider les marques, d'aider les institutions, puis d'aider les villes, les développeurs immobiliers, tous nos clients dans le fond, à pouvoir travailler avec les artistes parce qu'ils n'ont pas nécessairement le vocabulaire ou l'expérience pour pouvoir gérer des artistes. Puis c'est un travail qui est spécifique comme n'importe quel métier. Donc nous, on amène dans le fond cette expertise-là de gérer des projets artistiques qui sont toujours des projets sur mesure. T'sais, on vend pas des portes et fenêtres, on vend vraiment comme une expérience unique à chaque fois qui est créée pour le client par l'artiste. Donc nous, on amène ce lien-là dans le fond entre l'artiste et le client. Puis on s'assure que les projets arrivent en temps, dans les budgets, dans l'esprit artistique que l'artiste choisi avait en tête. Donc c'est vraiment de venir faire le pont entre tous ces besoins-là. C'est les besoins du client ou les besoins de l'artiste? Comment ça marche? Qui prend un peu le lead sur la création, dans le fond? La demande vient du client à la base, puis après ça, on va nous matcher avec le bon artiste. Donc, on a une base de données de 5000 artistes à travers le monde, autant du côté numérique, du côté peinture, photographie, tu sais, vraiment comme très, très large notre bassin d'artistes qu'on a recrutés au fil des ans. Puis, on va aller curater le bon artiste pour le bon projet. Donc, on va arriver avec peut-être 3 artistes pour un projet spécifique, puis on va commissionner dans le fond des sketchs préliminaires aux artistes pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils ont en tête. Puis après ça, avec le client, on va voir lequel remplit le mieux les objectifs du client. Puis après ça, on va donner la commission à l'artiste qui est vraiment le préféré du client. Parfois, c'est par appel d'offres. Appel de projet, appel de dossier qu'on va vraiment travailler. Donc, ça peut sortir même de nos réseaux. Fait qu'il y a plein de façons de travailler, mais à la base, c'est toujours une demande client pour être sûr, dans le fond, que les artistes sont rémunérés correctement. T'sais, on va jamais partir d'un projet artistique, puis après ça, difficilement aller essayer d'attacher le financement, comme ça peut... On a un festival d'art, puis je sais à quel point ça peut être difficile de partir du projet artistique, puis après ça, le financer. Donc, nous, on a choisi le modèle de partir du besoin du marché, puis après ça, aller attacher les artistes qui répondent à ce besoin-là. Et comment vous établissez les tarifs un peu? Est-ce que c'est en fonction de la réputation de l'artiste ou est-ce que vraiment par rapport au budget que le client va allouer? Comment ça se passe? Ben, je te dirais que c'est une savante équation entre les deux. Tu as vraiment identifié les deux éléments. Un artiste, plus il a de l'expérience, plus il est reconnu par ses pairs, plus il a fait des grands projets d'envergure avant, plus son cachet va être élevé, puis avec raison, parce que le projet, souvent, va avoir énormément d'impact. Plus l'artiste est émergent, jeune, vraiment comme tout juste arrivé, dans le fond, sur le marché du travail, ben à ce moment-là, nous, on va pouvoir l'accompagner davantage pour qu'il puisse arriver au même produit, à la même qualité de production, dans le fond, que ceux qui sont plus établis, je dirais. T'sais, c'est sûr que si le client a un plus petit budget, il va y avoir comme un reality check, dans le sens qu'on va lui montrer voici ce qu'on est capable de faire avec ce budget-là. Si ils veulent mettre un plus gros budget, ben voici ce qu'on est capable de faire avec ce budget-là. Donc, on fait souvent des budgets à la carte, je dirais. Vraiment, scénario A, B, C. Puis après ça, le client, c'est lui qui va prendre la décision s'il veut travailler avec un artiste qui est plus connu, qui a plus de célébrité, ou s'il veut travailler avec un artiste plus émergent, s'il veut faire un plus petit projet, un plus grand projet. Donc, c'est ça qui fait changer un peu, fluctuer les prix. Puis on avait vu aussi là, sur le site web que dans le fond, la mission un peu, c'est ça, c'est de rendre l'art accessible parce qu'il y a plein de bénéfices à ce que l'art soit pas juste dans les musées, en fait. Fait que comment vous avez fait pour voir vraiment l'impact concret de l'art pour des entreprises? Comment ça fonctionne? Ben, c'est une question qu'on aborde depuis 1 an, je te dirais. C'est encore tout récent pour nous aussi, puis de plus en plus, on travaille avec nos clients pour aller mesurer les retombées. Dans l'espace public, il y a quand même des méthodes scientifiques, je te dirais, pour aller mesurer l'achalandage, par exemple, ou mesurer l'augmentation des revenus des commerçants autour des espaces qui ont été améliorés par l'art, je dirais. Dans les espaces privés, par exemple, dans les hôtels, on travaille beaucoup avec les hôteliers, puis on a des chiffres, des données tangibles des hôteliers qui nous permettent justement de montrer que les œuvres d'art qui ont été intégrées ou l'expérience artistique qui a été intégrée leur permet de demander un coût par nuit qui est plus élevé que les autres hôtels similaires, je dirais.
Fait que ça, c'est une des façons. Puis, en ce moment même, on est en train de travailler avec l'Université Ryerson en Ontario pour pour faire une étude sur les retombées tangibles de l'art dans les espaces commerciaux, les espaces publics, les espaces de travail. Donc, on devrait avoir les résultats au printemps. Donc, c'est très excitant. On est en train de travailler fort là-dessus avec différents partenaires. Puis, c'est ça, à ce moment-là, ça va être vraiment plus facile d'identifier c'est quoi les critères, dans le fond, qui font qu'une œuvre a de l'impact ou pas. Donc, on essaie de contribuer aussi au milieu en soutenant ce type de recherche-là, puis en initiant, dans le fond, la collecte de données là-dessus. Oui, parce que j'ai l'impression que ceux qui sont moins attirés vers l'art de nature, ben ils peuvent dire que les impacts sont pas vraiment tangibles justement, puis c'est juste du design, mais que ça n'a pas vraiment une valeur. Fait que c'est le fun de faire un processus pour montrer que oui, ça a un impact positif sur les entreprises puis sur l'humain aussi qui a une expérience en visitant. Oui, absolument. Puis les gens, même si c'est intangible, le reconnaissent de plus en plus. Je dirais que pendant longtemps, tu sais, ça a été assez vrai que l'impact était relativement bas, mais là, avec l'émergence des réseaux sociaux, l'émergence du goût pour l'esthétique, les gens sont vraiment, vraiment plus attentifs à ça. Puis toute la nouvelle génération, si tu veux être recruté par une grande entreprise, est-ce que tu vas choisir une entreprise dont les bureaux sont tous pareils, des cubicules, comme vraiment neutres, ou est-ce que tu vas aller vers quelque chose qui a plus de personnalité, qui... Fait que juste cette donnée-là, même si on pense qu'elle est intangible, elle reste qu'elle est mesurable par rapport au succès d'une entreprise, juste avec la clientèle ou la cible qui est un peu plus jeune, puis qui a grandi avec les réseaux sociaux. Fait que c'est juste une question de temps, d'après moi, avant que cette intangible devienne mesurée par tout le monde. Mais ça me fait penser, c'est drôle parce qu'avant la pandémie, il y avait eu une exposition que c'était juste des espèces d'espaces Instagrammables pour que les jeunes viennent. Puis tellement de monde payait pour ça, juste pour se prendre en photo dans un espace qui était cool. Puis c'était comme un peu un nouveau musée. On dirait que là, c'est là qu'on voit vraiment que c'est super populaire. Puis les jeunes, ils accordent une importance là-dessus. Ben, les jeunes. Ouais. Juste le terme Instagrammable, avant, on n'aurait jamais dit ça, alors que maintenant, on parle d'un endroit Instagrammable. On va aller choisir notre endroit, notre café, notre lunch, parce que c'est beau. Mais ça me fait penser, vu que c'est vraiment une valeur apportée, puis c'est quand même un budget d'investir dans l'art puis dans l'esthétique. Quand on va partir sa petite entreprise, on n'a pas forcément tout de suite les moyens d'aller créer un espace incroyable. Est-ce que c'est possible déjà de rendre ce luxe accessible à des plus petites entreprises, ou est-ce que vous avez des entrées de gamme, des façons de travailler avec quelqu'un qui a moins de moyens? Oui, absolument. Ben en fait, on fait du travail pro bono à chaque année. On a comme une banque de projets qu'on accepte pro bono ou à moindre coût, tu sais, comme vraiment avec des honoraires très réduits pour pouvoir accommoder des plus petites entreprises ou des fondations. Par exemple, on travaille avec la Fondation Jeunesse, des centres jeunesse depuis maintenant 4 ans. Puis c'est vraiment un client qui nous tient énormément à cœur. Puis c'est ça, le but, c'est vraiment de leur offrir le service dont ils ont besoin sans nécessairement, tu sais, avoir comme la portée commerciale en tête. Après ça, il y a aussi l'aspect, tu sais, notre réseau, il est très grand. Fait que quand on n'est pas capable, nous, de répondre à une demande, ben on va juste référer le client, soit à un artiste individuel directement ou à un chargé de projet freelance. Tu sais, on va essayer de trouver une autre manière d'accommoder le client parce qu'effectivement, le but, c'est de créer des opportunités. Fait qu'on va pas juste les laisser tomber, tu sais, on va juste les rediriger vers les bonnes personnes. Je me demandais pour l'art public, comment ça fonctionne, ça? Est-ce que c'est les villes qui payent pour ça? Puis comment ils trouvent leurs idées, leurs mandats? Est-ce qu'ils vous disent juste comme « OK, je veux quelque chose tel coin de rue ». Ben l'art public, ça peut être fait par différentes personnes. Oui, les villes, c'est un gros donneur d'ordre dans l'art public, mais il y a aussi il y a toutes les sociétés de développement commercial qui peuvent être aussi des donneurs d'ordre pour l'art public. Puis il y a aussi les investisseurs privés. Fait que l'art public en tant que tel, c'est de l'art qui est dans les espaces publics ouverts à tout le monde, mais ça veut pas dire que c'est payé par le public. Ça peut être aussi
jusqu'à un certain point offert par des développeurs privés. Donc, c'est ça. Puis le processus dépend de qui va donner l'ordre. Dans le fond, si ça vient de la ville, ça va toujours être un appel d'offres qui va soit inviter certains artistes ou certains studios à postuler ou qui va être ouvert à tout le monde. Donc là, c'est vraiment un concours. Puis c'est le meilleur projet qui va gagner, celui qui répond le mieux aux demandes. Si ça vient plus du privé, à ce moment-là, c'est vraiment en fonction de la relation avec ce client-là. Donc, selon ton portfolio, c'est vraiment une relation habituelle là, de client-fournisseur. Mais en bout de ligne, le projet est dans l'espace public de toute façon. J'imagine que ça peut donner de la valeur à un immeuble. Par exemple, ils construisent, puis je sais pas, il y a par exemple un artiste vraiment connu qui fait des murales et qui en peint une... par exemple, Banksy, là, il fait un pochoir sur son bâtiment. Je suis sûre que le bâtiment, il va tripler de valeur. Donc, j'imagine qu'ils font une approche d'investissement, en quelque sorte. Oui, effectivement. D'un côté, il peut y avoir aussi une demande des paliers publics parce que souvent, les développeurs privés vont travailler... toujours, les développeurs privés vont travailler avec le gouvernement provincial et municipal pour les terrains, pour le plan d'urbanisation, tout ça, d'urbanisme. Donc, par rapport à ça, il peut y avoir des demandes spécifiques pour intégrer de l'art dans le projet. Puis à ce moment-là, le promoteur va travailler pour pouvoir trouver la pièce qui fonctionne le mieux avec son projet. Mais de l'autre côté, effectivement, ça peut être vu comme un investissement pour rehausser la valeur d'un projet. Ça peut être vu comme justement attirer l'attention. Ça peut aussi générer beaucoup de retombées médias quand il y a des projets artistiques qui sont créés. Donc c'est vraiment comme une façon, c'est un outil de plus dans l'éventail des outils des promoteurs privés pour pouvoir arriver à faire les meilleurs projets possibles. Puis dans le fond, nous, on les aide, on les accompagne dans cet espace-là. J'ai vu que vous avez fait quand même des expositions qui ont un certain impact social ou qui ont un message derrière. Vous aviez fait une exposition de sculpture en lien avec la communauté LGBT. Comment vous faites pour arriver à faire cohabiter cet aspect-là qui est vraiment engagé souvent dans le travail des artistes avec les espaces publics et toute la question du fait que le public en ce moment essaye de reprendre le contrôle sur les espaces publics, comme on a vu toutes les statues qui ont été détruites parce qu'elles correspondaient plus aux valeurs de la société actuelle. Comment vous arrivez à manager le fait que le message de l'artiste puis l'espace public en quelque sorte qui appartient à tout le monde? C'est une énorme question. Je te dirais que la base, c'est la confiance puis les raisons pour lesquelles on fait un projet. Donc, c'est de s'assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons puis qu'on le fait de la bonne manière pour inspirer la confiance avec qui on travaille. Donc, de travailler avec les gens de la communauté, du quartier, vraiment d'aller s'inspirer du quartier en tant que tel ou même du parc en tant que tel pour pouvoir livrer le projet. Je pense que c'est très important. Puis, tu sais, l'histoire, sans que chacun des projets devienne historique en tant que tel, l'histoire peut informer les codes sociaux, peut informer les thématiques qui sont traitées par les artistes, que ce soit de manière, tu sais, vraiment formelle ou informelle. Puis c'est ça, donc le projet dont tu parlais, là, les sculptures qui ont été au Parc Jarry cet été, on avait eu la chance, dans le fond, d'avoir une commande de la Ville de Montréal. Il y avait un appel de projet cet été, puis on en a remporté un. Puis c'était très libre comme appel de projet. Donc, le projet était très, très libre. Ça devait seulement comporter des composantes technologiques, artistiques et innovantes. Donc, c'était à peu près les seuls critères qu'ils donnaient. Puis après ça, nous, on pouvait développer n'importe quel projet. Donc, on est allé s'associer avec l'artiste Laurence Philomène pour pouvoir développer ce genre de jardin de sculpture-là, qui était aussi relié, dans le fond, à une plateforme numérique qui donnait de l'information. Chacune des sculptures était une personne, un travailleur essentiel du quartier Villeray, Parc Extension. Donc, c'est vraiment une façon, nous, qu'on est venu travailler avec cet artiste-là qui a grandi dans le quartier puis qui avait envie de redonner, dans le fond, aux travailleurs essentiels. Puis, travailleurs essentiels de façon large, là, c'est vraiment pour montrer que on est tous essentiels dans notre propre profil. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'était un appel qui nous permettait d'être très vaste dans ce qu'on pouvait proposer. Il y a d'autres appels qui vont être plus déterminés, je dirais. Puis après ça, c'est de travailler avec les acteurs locaux, c'est de travailler sur une base de confiance avec les
bonnes valeurs puis les bons objectifs en tête. Puis après ça, je pense que tout est possible. Là. C'est vraiment une question du processus d'abord et avant tout. Toi, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton rôle dans l'entreprise? Qu'est-ce que je fais dans cette entreprise-là? Un peu de oui, tout. Ben, je suis la directrice de notre siège social qui est à Montréal. Fait que c'est sûr que ça implique des notions de gestion à la base, de gestion humaine, de gestion financière. Dans le fond, je m'implique dans tous les différents départements à un certain niveau. Ma tâche principale, c'est surtout au niveau de la gestion des comptes, gestion des clients, la vente, la représentation de l'entreprise. Mais c'est vraiment une partie parce qu'on a une équipe qui est dédiée à ça. Fait que moi, je m'assure que l'équipe a les outils pour pouvoir performer le mieux possible. Puis après ça, ben, je dirais que mon rôle est plus opérationnel. Donc, m'assurer que d'une façon globale, l'entreprise va bien dans tous les départements, que tous les départements ont les outils dont ils ont besoin, que tout le monde se parle au bon moment pour m'assurer, dans le fond, que la roue tourne bien. Qu'il n'y ait pas d'embûche, que quand il y a une embûche, ben, je la ramasse, puis là, on la met sur la table, puis là, on en parle, puis on s'organise. Donc, c'est pas mal ça. C'est un rôle de gestion. À la base, j'étais beaucoup dans la gestion de compte client, comme directement. Là, je m'occupais des clients. Puis après ça, mon rôle a évolué plus dans de la stratégie pour l'entreprise. Puis tu parles de communication, là, justement, avec le COVID. Comment tu gères ça, communiquer avec tes équipes, s'assurer que leurs besoins sont répondus? C'est quoi les défis? Puis quelle technique t'as pris pour relever ces défis-là? Ouais, c'est pas évident, hein? Puis on apprend tout le monde en même temps, je dirais. On a la chance d'avoir une équipe extraordinaire, vraiment des gens qui sont hyper motivés, hyper autonomes, très travaillants. Fait que je te dirais qu'on est chanceux parce que juste à la base, l'équipe, elle est super bonne, performante, tu sais. Je dirais aussi que le fait d'avoir ouvert un bureau à Toronto il y a 2 ans puis un bureau à Mexico l'année dernière, ça nous a donné quand même une petite longueur d'avance sur le travail à distance. Parce que justement, Philippe, mon collègue qui a fondé Massivore, lui vit au Mexique depuis presque 1 an. Puis pour développer ce bureau-là. Donc, tu sais, on travaille. Puis c'est l'équipe de Montréal qui fait la production pour Toronto puis pour le Mexique. Fait qu'on a quand même déjà des bons outils de communication qui sont en place. Après, je te dirais, c'est plus l'aspect isolant du COVID qu'on a trouvé difficile à gérer, plus que l'aspect comme plus techno, ça, on était quand même pas mal. Mais l'aspect isolant, puis tu sais, c'est ça, on a tous des personnalités différentes dans la vie. Il y en a qui se sont sentis très bien de pouvoir travailler à la maison tout le temps, mais il y en a qui c'est pas facile. Fait qu'on a mis en place, dans le fond, on appelle ça des magic drinks. C'est juste comme une fois par semaine, on se réunit tout le monde ensemble, puis on se dit nos bons coups de la semaine, on se parle de qu'est-ce qu'on a fait, puis même en dehors de la job, là, juste pour comme décompresser, puis rire, puis souvent il y a des thématiques associées, un département va l'organiser, un autre département va l'organiser, fait que ça c'était comme une façon, tu sais, un petit peu ludique de rendre les semaines plus faciles. Sinon, moi de mon côté, tu sais, j'ai mis plus de points individuels avec les différents employés dont je m'occupe, juste pour m'assurer que au moins, tu sais, on se parle toutes les semaines, on se parle presque tous les jours, que t'as un contact avec quelqu'un qui est positif dans ta journée, tu sais. Fait que c'est beaucoup... puis c'est aussi beaucoup dans l'attitude, je dirais. C'est de la bienveillance, d'abord et avant tout. C'est rassurer les gens, c'est de communiquer clairement puis de manière transparente. Où est-ce qu'on en est rendu en tant qu'entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant qu'employé? Puis c'est ça, comme... ça revient un peu aussi au concept de la confiance, là, de juste alimenter cet aspect-là de relation avec les gens, puis essayer aussi de sortir un peu de la routine, même si c'est dur, là, parce qu'avec le confinement, tu sais, on est tout le temps dans les mêmes environnements, mais tu sais, des fois, de proposer, justement, est-ce que cette semaine-là, ça va être tel département qui peut aller au bureau, ou est-ce que cette semaine-là, on va, je sais pas, comme chacun faire une activité puis s'en parler, ou... Fait que c'est vraiment ça qu'on a mis en place, mais je dirais que c'est pas encore parfait, tu sais, comme c'est dur aussi de se motiver à faire des activités en ligne alors qu'on passe toutes nos journées de travail en ligne. Fait que quand l'informel devient un peu la même chose que le formel, ben c'est moins motivant, c'est sûr, mais
on a bien espoir là, qu'avec le vaccin, que 2021 va être ça mieux. reparte. Ouais, tout le monde mise là-dessus, là, parce Ah que... ouais. On est tous à bout, je pense, de nos 5 rencontres de Zoom par jour. C'est ça. C'est pas facile pour personne, mais c'est de le prendre une journée à la fois, puis d'être très à l'écoute des gens de l'équipe, là, puis d'être disponible. Et est-ce que vous sentez que le Covid, ça a eu un impact au niveau de votre champ d'entreprise, votre Vos clients, parce votre que travail, il y a plusieurs de vos clients, les hôtels en ce moment, ça va vraiment pas bien, l'événementiel aussi. Ouais, ben ça nous a... ça a été, tu sais, il y a différentes phases dans une entreprise. Il y a le démarrage croissance, stabilisation. Puis je vous dirais que nous, on avait la chance d'être dans une phase assez avancée de notre développement pour pouvoir avoir les reins assez solides pour pouvoir comme continuer puis bien passer à travers. Parce que c'est sûr que le plus difficile, ça a été entre mars et juin, quand tout était arrêté. Même les chantiers de construction étaient arrêtés. Personne ne savait qu'est-ce qui s'en venait, personne ne savait combien de temps ça allait durer. Fait qu'il y avait personne qui voulait investir aucun argent nulle part, c'est sûr et certain. Comme tu l'as dit, il y a une partie de nos activités qui sont événementielles. De moins en moins, je dirais, tu sais, comme il y a une migration naturelle vers des projets qui sont plus permanents, comme justement l'intégration architecturale. Mais il reste que c'est une partie de nos revenus habituellement. Puis, les programmes du gouvernement qui ont été mis en place nous ont aidés justement à parer cette partie-là des revenus qui était complètement inexistante en 2020. De l'autre côté, ça nous a aussi beaucoup forcé à accélérer notre pivot qu'on avait déjà entamé vers plus justement des projets de longue haleine, donc des projets avec des musées, des projets avec des développeurs immobiliers, des projets avec des hôtels, avec des institutions publiques. Donc, tous ces projets-là qu'on n'avait jamais le temps de vraiment comme mettre notre tête, notre énergie dans le marketing de ces initiatives-là, ben cette année, ça nous a permis de faire ça, puis de vraiment être plus solide dans notre présentation, dans notre positionnement de marque. Fait que ça a été un point super positif. Après... oui, c'est sûr que en ce moment, les hôtels, les marques, c'est difficile, c'est extrêmement difficile pour eux 2020. C'est inimaginable la pression sous laquelle ils sont. Tu sais, c'est des gros empires aussi, c'est des gros chiffres, dans le fond, de frais fixes qui viennent avec ça. Mais de l'autre côté, pour les développeurs qui sont un peu dans le fond, c'est toujours un binôme. Tu as un opérateur qui est l'hôtelier, puis tu as le développeur qui est le propriétaire de la bâtisse. Mais pour les développeurs, c'est un bon moment parce que ils peuvent emprunter plus facilement. Il y a des aides pour pouvoir rénover. Puis leurs projets, ils sont sur 2, 3, 5 ans. T'sais, ils sont pas sur 6 mois. Fait que pour eux, oui, c'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que le cash flow est difficile en ce moment. C'est sûr qu'il y a des retards sur les chantiers, puis que c'est pas une période facile. Mais de l'autre côté... c'est pas... Eux, leur horizon, il est plus long que ça. Fait que ça les touche, oui et non. Tu sais, nos projets d'hôtel, ils ont continué à avancer parce que, justement, l'horizon est tellement plus long qu'un événement qui... c'est ça, un événement, tu sais, en 3 mois, c'est réalisé. Fait que c'est sûr que si dans 3 mois, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu peux pas prévoir de faire un événement. Fait que c'est ça, c'est un peu ce qu'on a constaté. Il y avait des points positifs, des points négatifs, mais en bout de ligne, je dirais que ça a été... On est une des compagnies chanceuses là, qui a pu bien s'en tirer. Mais j'ai l'impression que l'art, ça va quand même bien. Hein. Je sais pas en général, là, mais les gens cherchent des sources de réconfort. Puis on a tous tendance un peu à faire notre niche chez nous. Donc c'est sûr que les gens vont peut-être plus s'investir dans le domaine de l'art plus globalement. Puis on a besoin de retrouver des messages, puis quelque chose qui nous revient. Donc il y a quand même un bon espoir dans ce domaine-là. Pour conclure l'entrevue, de ce qu'on te connaît un petit peu, t'aimes partir plein de projets, t'es administratrice de Air Commune, t'as été sur le CA de Chromatique, t'as fait plein de choses, tu pars plein de projets. C'est quoi un peu ton conseil pour une jeune femme ou un jeune homme, ou peu importe quel genre il s'identifie, qui veut se lancer dans le milieu de l'art puis de la culture? Ce serait quoi ton conseil? C'est de bien s'entourer. Je pense que ce serait ça mon conseil numéro 1 quand on veut partir quelque chose, que ça soit en art ou dans n'importe quel autre domaine, c'est de vraiment aller chercher les gens qui te complémentent. Puis
c'est de bien se connaître aussi. Je pense qu'à la base, c'est de savoir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, où est-ce que... Tu sais, on parle souvent du X, mais c'est de le trouver puis de s'y tenir puis de pas faire de compromis. Si c'est ça ton X, tu restes dessus puis tu trouves quelqu'un que son X, c'est celui que tu as besoin juste à droite puis celui que tu as besoin juste à gauche. Puis après ça, c'est de créer des équipes comme ça qui sont hyper fortes par la collectivité puis par le nombre. Je pense que c'est ça la force de la Jeune Chambre de commerce, c'est ça la force de Massiveur, c'est ça la force de toutes les organisations dans lesquelles j'ai eu la chance de naviguer. Puis c'est vraiment ça que je dirais. C'est d'abord et avant tout de se connaître, de se dire les vraies choses par rapport à soi-même. Puis après ça, de trouver des gens qui ont besoin de ce que tu offres puis qui t'offrent ce que tu as pas. Puis après ça, de créer des projets ensemble. Des bonnes idées, ça manque pas, ça. Ben, merci beaucoup, puis merci de nous avoir expliqué tout le processus là, de Massive Art. Je pense que ça va présenter l'organisation à plusieurs personnes, fait que c'est vraiment le fun. Puis si jamais il y en a qui écoutent l'épisode, on est toujours à la recherche de stagiaires extraordinaires puis de futures personnes qui aimeraient se joindre à l'équipe, donc... n'hésitez pas à reach out si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Ça ferait plaisir. Génial. On va mettre les liens dans l'épisode de Massive Art et de toutes les informations si jamais vous avez besoin. Et de la Jeune Chambre de commerce des femmes aussi en même temps. Merci beaucoup. Et c'est comme ça que s'achève notre premier épisode de la saison 2 qui est maintenant officiellement propulsé par À la 3 Média. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir qu'on a officiellement lancé À la 3 Média, notre maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Donc si vous êtes intéressé par l'animation et la création d'un podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Comme d'habitude, si vous avez aimé notre podcast et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis ou des étoiles sur votre plateforme de podcast et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci et à la prochaine!